Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h, la toute première édition de la semaine qui commence. À la une, élection du PCA de la SOCAM remise en cause. La ministre des Arts et de la Culture vient de sommer Dédié Yango de produire des documents qui prouvent qu'il n'a pas une double nationalité. Il faut dire que cet artiste musicien porté à la tête de la SOCAM le 2 novembre dernier fait l'objet d'une polémique autour de sa nationalité camerounaise. Et puis, mouvement d'humeur à Yaoundé, les ex-employés des sociétés d'État liquidés ou restructurés crient leur mal-être. Et pour le signifier, ils ont paralysé la circulation devant les bâtiments qui habitent le ministère des Finances à Yaoundé. Ils réclament ainsi le paiement de leurs droits. Crise en RCA, un peu plus de 700 Camerounais sortis de l'enfer centrafricain. Ils ont été rapatriés sur instruction de la présidence de la République. L'un de ses compatriotes est notre invité en deuxième partie de ce journal, avec qui nous allons revenir sur le quotidien des Camerounais tel que vécu en RCA. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. Retrouvons-nous juste après pour le développement. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons ce journal par des nouvelles pas du tout gaies. C'est dans la région de l'Ouest Cameroun, plus précisément à Tchang, où une femme enceinte a été retrouvée morte dans une salle de bain. La nommée Ngwen Irène a donc été découverte par un décès d'étudiant venu lui rendre visite. Des précisions avec le Kretakem et Julingue. C'est l'un de ces étudiants qui a fait la découverte du corps inerte de Dame Woufort Irène Bilem. Enceinte de 7 mois, elle a été retrouvée morte dans sa salle de bain. Cette enseignante en faculté des lettres et sciences humaines de Tchang avait des problèmes de santé, affirme son étudiant. Hier soir, je suis rentré hier soir et je l'ai rappelé où elle m'a fait comprendre qu'elle était souffrante, que ça n'allait pas. Bon, elle m'a demandé si je pouvais arriver chez elle ce matin. Disons 6 h du matin, c'était impossible parce que j'avais cours. Et j'ai fait plus de 6 h jusqu'à 12 h. De 6 h, 12 h, le temps pour moi d'arriver ici et puis de constater qu'elle était couchée dans les toilettes. En dépit de ce témoignage, les circonstances réelles du décès de cette future mère âgée de 42 ans restent non élucidées. Bon, j'ai directement amené les voisins. Elles sont sorties, c'était 2 dames. On a fait le constat ensemble et puis le temps pour eux d'appeler les autorités. Une enquête a été ouverte. Le corps gardé à la morgue de l'hôpital de district de Tchang. Rendons-nous à présent à Yaoundé pour parler de ce mouvement d'humeur des ex-employés des sociétés d'État liquidés ou restructurés qui ont paralysé la circulation devant le bâtiment qui abrite les services du ministère des Finances. Ils réclament le paiement de leurs droits tels que promis par le gouvernement il y a quelques mois. Les précisions avec Joël Essengue et Marcelin Lançon. Ils étaient assis à même le sol sur la route principale qui traverse le ministère des Finances. C'est de cette manière que les ex-employés des sociétés privatisées ou restructurées ont exprimé leur ras-le-bol à la suite des promesses non tenues du gouvernement. On a honte d'être Camerounais actuellement. Vous comprenez, un ministre de la République qui nous réunit, qui nous donne sa parole d'honneur, qui nous appelle à la négociation. De 12 mois, nous descendons à 3 mois. Nous montrons quand même que nous sommes des patriotes. Sur les 3 mois, il dit qu'il nous a fait une avant d'un demi-mois, depuis le mois de septembre. Avec sorti dans les Cameroun Tribune que c'est le 28 octobre au plus tard et paie les 2 mois avec une majoration de 5%. Nous voici en décembre. Tout le jour, on nous dit le communiqué est déjà fait, c'est au cabinet du ministre. C'est quel ministre ça? Jusqu'à quel point vous voulez que les Camerounais soient patriotes? Les fêtes de fin d'année approchent et ces parents n'entendent pas tirer le diable par la queue pendant que leur argent traîne dans les caisses de l'État. Nous ne savons pas dans quel pays on se trouve ici. Ou alors, comme on le dit si bien, le Cameroun, c'est le Cameroun. Nous sommes recelés, ils ne nous donnent que des faux rendez-vous. Le 12 novembre, le 15, le 16, jusqu'à maintenant, nous ne voyons pas. On ne dort où ils ne connaissent pas. Nous, maintenant, nous les adultes, on veut mieux que mourir que de vivre. Voilà nos revendications que nous avons par la route. Déterminés plus que jamais, ces ex-employés n'entendent pas lâcher prise.
tant que leurs droits ne leur seront pas réversés. Autant les enfants de Biya et de ses ministres partent à l'école, autant nos enfants aussi ont droit à l'école. Mais si on ne nous paye pas, mais on va nous tuer ici aujourd'hui. C'est clair. Ce n'est pas la première fois que ces anciens employés des sociétés liquidées ou restructurées envahissent l'esplanade du ministère des Finances. Une embellie a été observée récemment avec le début de paiement de leurs droits. Et depuis, plus rien. Élection à la présidence du conseil d'administration de la SOCAM, la ministre des Arts et de la Culture vient de sommer le président de la CPMC de produire le rapport circonstancié des élections qui ont eu lieu le 2 novembre dernier. Jean-Calvin Abayono avait ainsi 48 heures, tandis que Dedi Eyango, le PCA élu lors de ces scrutins, a disposé de 10 jours pour démontrer qu'il n'est pas sous le coup d'une double nationalité. Retour sur ces faits avec Yannick Bazoua. Dans cette mise en demeure du ministère de la Culture, Amatou Toumouna, adressée à Dedi Eyango, il ressort qu'au terme du processus qui a vraisemblablement conduit à l'élection du nouveau président du conseil d'administration de la SOCAM, les services du ministère des Arts et de la Culture ont enregistré plusieurs griefs remettant substantiellement en cause le travail du comité électoral, la résolution relative à la constatation du quorum et la présidence qui a siégé, mais surtout la double nationalité de Dedi Eyango. Ainsi, dans cette mise en demeure, à l'adresse de Dedi Eyango, Amatou Toumouna fait état de ce que beaucoup d'irrégularités, notamment en violation des statuts du nouveau PCA et en particulier de l'article 4 du Code électoral sur la nationalité requise des candidats, ont été constatées. Amatou Toumouna demande par ailleurs à Dedi Eyango de trouver rapidement, et ce dans un délai de 10 jours, des pièces justificatives sur sa nationalité. Le ministre de la Culture s'engage par ailleurs à engager toutes les procédures nécessaires dans le cas où Dedi Eyango ne produit pas tous ces documents. Amatou Toumouna, dans une lettre d'observation, a aussi saisi Jean-Calvin Abayono, président de la CPMC, tout en lui rappelant que les services de son département ministériel ont enregistré plusieurs dénonciations remettant en cause le travail du comité électoral, mais surtout la validation des différentes candidatures qui n'auraient pas tenu compte des exigences des statuts de la SOCAM. Le ministre de la Culture somme par ailleurs au président de la CPMC de lui faire tenir dans les 48 heures qui suivent un rapport circonstancié sur cette affaire et dans l'optique de permettre à la SOCAM de prétendre à un agrément. Et je vais être encore plus dur. Joint au téléphone, c'est s'est abstenu de toute déclaration. Le président de la CPMC a affirmé d'être déjà en train de rédiger le dit rapport. Eh bien, notons à la suite de Yannick Bazoua que le cas Dedi Eyango remet au goût du jour le débat autour de la double nationalité. Au Cameroun, pour les juristes, la loi en vigueur dans notre pays ne reconnaît pas la double nationalité. Les précisions avec Marcelin Ganson. La nationalité est régie au Cameroun par une loi fédérale qui date de 1968. Cette loi n'a aucunement prévu la double nationalité. Dans cette loi de 1968, les dispositions sont claires. Quiconque obtient ou bien acquiert une nationalité étrangère perd d'office la nationalité camerounaise, sans autre forme de procès, sans autre forme de procédure. Sur cette base, l'élection de Dedi Eyango à la tête de la SOCAM peut être remise en cause, notamment s'il est établi qu'il a effectivement la nationalité américaine. Si Dedi Eyango a la nationalité américaine et que justement le poste qu'il sollicitait, parmi les conditions et les critères, il était dit qu'il faut être camerounais, comme on a l'habitude de voir dans les conditions qu'on fixe, ça va de soi qu'il n'est pas camerounais, donc on devrait le considérer comme un étranger. Alors il va falloir nécessairement revenir dessus, tenir une nouvelle assemblée en prenant en compte cette déchéance, afin que les choses soient revues, afin que celui qui est justifié de sa nationalité camerounaise puisse se présenter et obtenir les suffrages des électeurs. Le problème de double nationalité ne se pose pas seulement avec l'élection de Dedi Eyango à la SOCAM.
De nombreuses personnalités sont curieusement dans la même situation. On l'a d'ailleurs vu lors du contentieux des municipales. On constate que ce sont ces mêmes personnes qui, bien que n'étant plus camerounais, sont portés à des postes de responsabilité dans notre pays. Il faut bien que nos choses nous appartiennent à nous, que ce Cameroun que nous voulons édifier soit bâti effectivement par des personnes justifiant de la nationalité camerounaise. Mais il y a une sorte de tolérance administrative autour justement de cette question de double nationalité. C'est vrai, il y a un code des personnes et de la famille qui est en préparation. Lorsque je travaillais justement sur cette question, lorsque j'étais en 2A, il y avait des provisions, des dispositions justement dans ce code qui laissaient penser que la double nationalité est en train d'arriver au Cameroun. Mais ce texte est encore en préparation, ce n'est que le droit prospectif. Il n'est pas encore applicable. Donc, en l'état actuel du droit positif camerounais, on va se référer à la loi de 1968. S'il fallait donc appliquer la loi, de nombreuses personnes ayant acquis une nationalité autre que camerounaise perdraient le sommeil. Eh bien, les marchés sont des espaces de plus en plus fréquentés en ce moment. Fête de fin d'année oblige. Mais fort est de constater pour le cas de Douala que le marché central, les sinistrés de l'incendie survenu en 2009 ne sont pas toujours recasés. 4 ans après le passage des flammes, les commerçants occupent toujours l'espace provisoire qui leur a été octroyé par la communauté urbaine de la même ville. Les précisions avec Mitterrand Dam et Flavien Valondongo. Les commerçants sinistrés de l'incendie du marché central de Douala n'ont toujours pas regagné les boutiques 4 ans après le drame. Nous on est là dehors parce qu'on attend toujours que le marché soit arrangé. Ça fait 4 ans déjà qu'on est sous le soleil. Nous sommes dehors parce que le marché n'est pas encore construit. Nous ne sommes pas là parce que nous voulons. La réhabilitation n'a pas encore pris son effet. Si le gouvernement décide qu'on souffre, on va toujours souffrir. Mais s'il veut changer notre vie, on est ensemble avec eux. Survenu le 15 décembre 2009, l'incendie qui a vu partir en fumée des centaines de boutiques a mis au chômage plusieurs familles. Leur recasement provisoire sur la voie publique par les responsables de la communauté urbaine de Douala avait pour objectif d'assurer leur quotidien. Oui, nous sommes provisoirement, nous attendons que le moment arrive et puis nous quittons. Quand le marché sera déjà construit, nous allons quitter la route. Oui, c'est le feu qui nous a chassés à l'intérieur. On est obligé de venir à la chaussée parce que la souffrance nous dérange. Depuis lors, rien ou presque n'a été fait, ce qui permet au provisoire de devenir définitif. C'était provisoire, mais est-ce que ça nous gêne? Ça ne nous gêne pas, même si on peut laisser comme ça. Pourquoi pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans? Ça ne nous gêne pas, parce que nous n'avons pas là où aller. On fait ressortir les marchandises, on vient les installer. Le soir, à partir de 18h, on est en train encore de ramasser. Donc c'est le ponce pilatisme quotidien, c'est quelque chose qui est pénible à faire sincèrement. Au marché central de Douala, le quotidien des sinistrés de l'incendie du 15 décembre 2009 constitue un véritable calvaire. Restons toujours dans cet espace marchand pour signaler que c'est toujours le statu quo en ce qui concerne les promesses faites par la communauté urbaine au lendemain de cet incendie survenu en 2009. Retrouvons une fois de plus Mitterrand Dam et Flavien Valondongo. Le marché central de Douala peine à se débarrasser des restes de l'incendie du 15 décembre 2009. 4 ans après, les marques des brûlures restent visibles sur des murs à moitié debout. Quelques câbles électriques pendent toujours. Des odeurs nauséabondes se dégagent à cet endroit où l'insalubrité a fait son nid. Le chantier de réfection de cet espace marchand engagé par une entreprise retenue par la communauté urbaine de Douala est inachevé. Des sources révèlent que des employés n'ont pas été payés, d'où l'arrêt des travaux. Le comité de recasement des sinistrés mis en place au lendemain de l'incendie joue au chat et à la souris avec des médias. Personne n'ose se prononcer sur le processus de recasement. Pourtant, des autorités à tous les niveaux ont effectué des descentes dans ce marché. Des promesses avaient même été faites dans le sens du retour à la normale des affaires. Jusqu'à nos jours, aucun changement n'a été opéré 4 ans après le sinistre. Parlons à présent de l'élevage dans ce journal pour signaler que la pisciculture est en perte de vitesse à Ebolova dans la région du Sud. Sur les 5000 étangs recensés, à peine un quart sont approvisionnés en alevin. Ce constat vient d'être fait par les acteurs de ce secteur réunis dans le chef-lieu de la région du Sud, d'où nous retrouvons Roger Takala et Nadine Yambo. La régénération de la pisciculture peine à prendre ses marques dans la région du Sud. Les acteurs du secteur font face à d'énormes difficultés. Les gens ne sont pas renseignés et il n'y a pas de professionnels en matière. Et en plus de ça, il y avait un problème de là où payer les alevins.
C'est ça qui a vraiment fait en sorte que le Sud soit derrière en production halieutique. Les multiples efforts menés par les pouvoirs publics portent difficilement. Le poisson produit localement coûte désormais cher sur le marché. Il y a un manque de criage là-bas. Les données font plus de beaucoup de temps dessus et que la quantité de la station aquacole produit est minable. La reproduction artificielle du poisson dans cette partie du pays ne pourrait s'améliorer que si tous les acteurs, que sont les pouvoirs publics et les éleveurs, s'accordent. Si l'on rassemble 20 cadres qui produisent en moyenne 10 000 de carrières, nous aurons quelque chose qui n'est pas mal. Il faut attendre les moyens du gouvernement pour dire qu'il faut construire des stations aquacoles qui vont coûter 100 millions. Pour les participants à cette formation, les techniques reçues vont leur permettre de contribuer à l'épanouissement du secteur de la pisciculture. Après cette formation, nous pouvons déjà nous sommes en mesure de faire des reproductions artificielles tout le temps et fournir des alevins pisciculteurs. Compte tenu de la demande sans cesse croissante dans la région, les formateurs appellent les participants à maximiser la production du poisson afin d'aboutir à de meilleurs résultats. Oh non. Restons dans la région du Sud pour parler cette fois des maires qui sont à l'école de la décentralisation. Un atelier d'imprégnation sur le mode opératoire du programme national participatif s'est tenu dans le week-end. Durant 2 jours, les 29 maires de la région du Sud, secrétaires généraux et receveurs municipaux ont été édifiés sur les mécanismes de mise en œuvre du dit programme et des plans communaux de développement qui est aujourd'hui la boussole d'une municipale. L'objectif visé est d'assurer la mise en œuvre continue et harmonisée du PNDP dans l'ensemble des communes ainsi que l'amélioration des conditions de vie des populations de cette localité. Municipal 2013, on en reparle avec des exécutifs communaux qui continuent à prendre fonction. C'était le cas il y a quelques jours dans le département d'Undé où le maire et ses adjoints ont été invités à mettre un terme au désordre urbain tout en mettant un accent sur le bien-être des populations. C'est dans ce reportage de Jérôme Nassis Obzé. L'exécutif communal de Banganté, issu des dernières élections municipales, a officiellement été installé samedi dernier à la place des fêtes de la même ville par le préfet du département d'Undé, M. Samuel Ebele Christian Ernest. Autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses, ainsi que de nombreux partenaires de la mairie de Banganté sont donnés rendez-vous dans le chef du département d'Undé pour vivre en direct une cérémonie qui aura finalement drainé dans cette partie du pays plus de 2000 personnes. Bien avant le début de la cérémonie, un hommage est rendu au regretté Nelson Mandela. Le tapis rouge est par la suite déroulé aux artistes musiciens du terroir. Le préfet du département d'Undé a à peine pris la parole que le président du Sénat, Marcel Ndiaye, à la grande surprise des nombreux invités, fait son apparition. Le temps pour la deuxième personnalité du pays de s'installer et le préfet du département d'Undé peut donner quelques recommandations aux nouveaux élus. Le démarrage effectif de l'achèvement du chantier de l'hôtel de ville, la lutte contre le désordre urbain au travers de la réduction des gares spontanées. 20 minutes se sont écoulées, le président du Sénat se retire, non sans avoir félicité le nouvel exécutif communal. Alors que la cérémonie tire à sa fin, c'est le gouverneur de la région de l'Ouest, M. Midiawa Bakari, qui fait lui aussi son apparition à la même cérémonie. La parole est enfin donnée à l'exécutif communal de Banganté, dirigé par Mme Célestine Ketia-Cortez, qui se fera le devoir de remercier les populations qui ont récemment porté leur choix sur l'équipe conduite par elle. Le seul mot, le mot le plus cher et le plus beau sur la terre, c'est le mot merci. L'artiste Pierre Chakonté viendra mettre un terme à une cérémonie qui aura finalement comblé toutes les attentes. De la culture dans ce journal avec la foire d'exposition artisanale de la Ménoire qui vient de s'achever. C'est dans la ville de Tchang. Pendant 2 jours, l'esplanade de la maison du parti a accueilli visiteurs et autres personnalités venues à apprécier le savoir-faire des artisans. Tableaux, masques, salons, sculptures et autres objets d'art ont pu assouvir la curiosité de tous.
C'était sous la supervision du représentant du préfet de la Ménois, Harry Ngouani. Pour la circonstance, 15 artisans ont reçu les diplômes et les primes d'encouragement. La prochaine édition est annoncée en 2015. Pour rester collé à l'actualité concernant donc la crise en RCA, il faut noter qu'il y a encore eu un autre contingent de Camerounais venu donc qui a donc à travers cet avion que vous avez en image Camerco, qui a donc ramené un peu plus de 178 autres Camerounais qui sont donc arrivés ce jour à l'aéroport international de Douala. Ils ont été accueillis par le gouverneur, qui affirme donc qu'il reste environ une centaine de citoyens camerounais abrités encore à l'ambassade du Cameroun en RCA à Bangui. Le processus de rapatriement va se poursuivre dans les tout prochains jours. C'est ce qui porte à 694 Camerounais déjà rapatriés. Gestion des télécentres communautaires. La non-maîtrise de l'outil informatique par leurs gestionnaires met en difficulté le bon fonctionnement des 10 centres. Ces gestionnaires sont à l'école depuis quelques jours à Yaoundé. Yannick Bazoua nous en dit plus dans ce reportage. Depuis la mise en service des télécentres communautaires polyvalents, dans certaines localités, leur fonctionnement reste sujet à plusieurs critiques, et ce à cause des difficultés auxquelles ils font face. Le problème d'énergie, à 15 jours, nous fonctionnons avec le groupe qui ne nous permet pas à tout moment de fonctionner, parce qu'on a toujours les pannes et le problème du carburant. On n'a pas encore de crédit de fonctionnement. Nous sommes dans une zone enclavée, donc, et on a aussi un problème d'énergie. Il y a d'abord les manques d'ordinateurs, oui, il y a aussi le manque de salaire, pas de salaire. Ce séminaire de formation à l'intention de ces gestionnaires des télécentres communautaires polyvalents arrive donc à point nommé. L'objectif du séminaire est de donner à nos collaborateurs de terrain les compétences et l'expertise nécessaires qui leur permettra de pouvoir tenir nos télécentres communautaires sur le terrain, qui leur permettra de mieux encadrer les populations des zones rurales en leur offrant les TIC et en partageant ces compétences pour que les TIC deviennent un usage commun à toutes nos populations. Avec ces nombreux services à savoir la téléphonie, les télécopies, l'hébergement des pages web, les e-santé, e-éducation, e-poste, e-tourisme, le fax, pour ne citer que cela, les télécentres communautaires méritent des gestionnaires bien formés, car ces télécentres sont de véritables centres d'affaires communautaires conçus pour alléger la pénibilité des populations. À l'étranger, RCA, 3000 soldats de l'Union africaine viennent d'augmenter les rangs des soldats de la paix soutenus par l'ONU. Mais la situation telle qu'on la vit actuellement en RCA, c'est de savoir si ces forces vont permettre de ramener la sérénité dans ce pays voisin. Les précisions avec les confrères de CCTV. Les soldats de la FOMAC patrouillent dans les rues de la capitale de République centrafricaine, Bangui. Leur mission ce matin est de venir en aide au ministre du gouvernement. Le grade n'offre ici aucune protection. Le ministre dit qu'il ne se sent pas en sécurité dans un conflit qui brouille les lignes entre ennemis et amis. C'est les cars sont allés, ils ont tout vandalisé chez moi, ils ont tout pillé. Mais maintenant, c'est les éléments Baraka qui sont dans le quartier là-bas, plein dans le quartier. Chaque nuit, il y a des enlèvements, des trucs qui ont tenté par 2 fois déjà de m'enlever. Les soldats de l'Union africaine et de l'armée française sont ici pour désarmer les milices, celles des rebelles en majorité musulmans de la Séléka qui ont chassé le président lors d'un coup d'État plus tôt cette année, et les milices chrétiennes anti-Balaka qui ont émergé pour s'y opposer. Les massacres ont ralenti dans les zones contrôlées par les soldats internationaux, mais les règlements de compte ont toujours lieu quotidiennement. Cet homme a été tué par un gang près de l'aéroport où les soldats de la FOMAC et les soldats français sont basés. Son attaquant a déclaré qu'il était colonel dans la Séléka. La grosse difficulté ici, c'est que nous n'avons pas un ennemi que nous identifions formellement. Pourquoi? Parce que tous ceux qui portent les armes sont des civils.
qui sont en tenue civile. Donc il n'est pas facile pour nous de pouvoir voir, de faire la différence entre le civil qui ne porte pas d'armes et le civil qui porte les armes. C'est ça qui rend cette opération-là extrêmement difficile, parce que les gens sont mélangés avec la population civile. Les membres du gouvernement de transition affirment qu'ils sont engagés à mettre fin à la violence, même si la manière de le faire n'est pas claire. C'est une crise que nous regrettons tous, les violences intercommunautaires, puisque les communautés religieuses, les communautés chrétiennes et musulmanes ont toujours vécu en harmonie de tout temps. Et aujourd'hui, en raison des exactions commises par l'ex-Séléka, il y a eu des sentiments de vengeance qui malheureusement ont pris une dimension religieuse. Mais le gouvernement a la mission de tout mettre en œuvre afin de faire cesser les violences interconfessionnelles. Eh bien, nous allons revenir sur l'actualité en RCA. Dans quelques instants seulement, le temps pour nous de prendre cette information de l'Afrique du Sud avec le président sud-africain Jacob Zuma qui a dévoilé une nouvelle statue de bronze de Nelson Mandela. C'était à Pretoria. C'était à l'occasion d'une fête publique pour la réconciliation dans le pays. Le gouvernement espère que ce site deviendra un lieu de pèlerinage pour les visiteurs du monde entier. La statue de bronze de 9 mètres de haut a été érigée dans le jardin de la Union Building où Mandela avait été intronisé comme premier président noir d'Afrique du Sud. C'était en 1994. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. Je vous invite à présent à nous retrouver dans la deuxième partie. Nous allons revenir sur la crise en RCA avec l'un de nos compatriotes récemment rapatriés. Eh bien, il se nomme Cyril Pen Foka. Il fait partie des 5 des premières personnes, le premier contingent, qui a donc permis comme ça de ramener vendredi et samedi dernier 516 Camerounais qui étaient donc en République centrafricaine. Bonsoir Cyril. Bonsoir Etienne Pascal. Et bienvenue au Cameroun chez nous. Alors, dites-nous, vous étiez en République centrafricaine déjà. Comment est-ce que vous avez vécu? Où est-ce que vous étiez? Quand est-ce que cette crise a commencé en RCA? Là où j'étais, c'était à Bangui, à la capitale République centrafricaine. Je me mets surtout à 5 kilomètres de Bangui. J'étais commerçant au marché Mamadou de Maki. Bon, l'événement du 5 décembre m'a trouvé à la maison. Bon, j'étais vraiment inquiet de ces événements. Alors il faut rappeler que vous êtes commerçant, vous l'avez dit, vous exercez votre activité à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Alors dites-nous un peu les jours qui ont suivi le début de cette crise du 5 décembre. Racontez-nous un peu comment est-ce que vous viviez ça. Vous allez toujours au marché? Non, nous on ne partait plus au marché. Bon, et comme ça nous a trouvé le 5 décembre, à la maison, on ne pouvait plus faire le marché parce que moi-même j'ai été victime de ces crises. C'est-à-dire, vous avez été victime, c'est-à-dire quoi? Bon, le 4, la nuit du 4, j'ai été agressé vraiment dans mon domicile par les éléments non contrôlés des Sénégal. Bon, armés. Ils nous ont agressés, bon, ils nous ont pris les téléphones, les portables et certaines marchandises de l'argent, les habits et les chaussures. Bon, le lendemain du 5, on était obligé de se réfugier à l'ambassade du Cameroun. Alors, dites-nous un peu, avant de vous réfugier à l'ambassade, est-ce que vous avez assisté à quelques scènes, peut-être, il faut nous raconter, oui, ces scènes de guerre, comment est-ce que vous avez vécu ça? Quelles sont les scènes déjà que vous avez vécues à Bangui? Bon, les scènes que j'ai vécues vraiment à Bangui, dans notre cité, au niveau de 5 kilos. Bon, le jour qu'ils nous ont agressés dans la nuit, le lendemain, on a retrouvé l'un de nos frères tué devant la porte. C'est vraiment ce que j'ai vu. Et cela donc a poussé qu'on se refugie vraiment à l'ambassade du Cameroun.
Oui, arrivé dans l'ambassade du Cameroun, comment ça se passe? Comment bon, est-ce qu'on vous accueille? Comment vous vivez? Pourquoi on se réfugie vraiment à l'ambassade du Cameroun, ça n'est pas très facile. Bon, parce que nous, on a appelé les formats fatigués, ils n'étaient pas disponibles. Pourquoi on se réfugie à l'ambassade? On a eu à rencontrer les éléments de la CDK qui sont venus vraiment à la maison nous prendre en charge. Et quelque chose qui mesure des 4 km pour l'ambassade, on a eu à payer 300 000 aux éléments de la CDK. Pour qu'on vous escorte de votre domicile à pour l'ambassade. Oui, et maintenant, vous viviez avec qui à Bangui? Bon, je vis avec ma mère et mon grand frère. Ils sont rentrés avec vous? Non. Vous avez de leurs nouvelles? Oui, j'ai bien leurs nouvelles. Ils sont où en ce moment? Ils sont toujours à la résidence du Cameroun. Oui, et la vie, comment est-ce que ça se passe en RCA? Parce que au niveau de la résidence de l'ambassade, là où vous vous retrouvez avant que l'on affecte l'avion qui vous a ramené au Cameroun, dites-nous un peu à l'ambassade, comment est-ce que vous vivez? Vous êtes déjà au nombre de combien? Donc à l'ambassade, nous sommes déjà au nombre de presque 800 personnes. Et là-bas, nous vivons. Bon, à l'ambassade, on vivait parfaitement bien. Parce que on avait du riz chaque jour, on mangeait du riz chaque jour et du gâteau. Donc, on nous avait bien encadrés à l'ambassade. Alors, est-ce que, racontons-nous un peu, la vie avant le début de la crise à Bangui, c'était comment? Bon, la vie avant le début de la crise à Bangui, c'était quand même passable. C'est-à-dire? C'est-à-dire, dans le commerce dont j'exerçais, parce que je faisais dans le shopping. Je pouvais avoir peut-être le marché, au début, ça a commencé peut-être en arrêt plus rapidement. Alors, il faut qu'on rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes Cyril Penfoka, vous êtes commerçant camerounais qui exerçait donc son activité à Bangui. Alors, comment est-ce que vous apprenez la nouvelle d'un avion qui a été affrété pour vous ramener au pays? Bon, l'avion, j'ai vu vraiment que le président a vu ce qui s'est passé dans le pays. Vraiment, on a eu vraiment cette majorité des Camerounais qui sont morts. Vu même même dans la constitution dont je vivais, j'ai perdu un Camerounais. Étant à l'ambassade, l'ambassadeur a vu comment les Camerounais entraient rapidement avant qu'il a permis qu'on libère certains gens. Parce que vraiment, la résidence était à plein. Oui. Et maintenant, comment est-ce qu'on posait, puisque ce ne sont pas tous les Camerounais qui ont eu la chance de faire partie des premiers contingents, du deuxième, même du troisième, que l'on annonce ce jour à Douala. Comment on a procédé à la sélection des premiers Camerounais à être rapatriés au Cameroun? Bon, le fait d'être rapatrié, c'était volontaire. Ce n'était pas obligatoirement. C'était toi, si tu vois que tu peux rentrer, tu notes rien que ton nom. Il y a certains gens qui se trouvent actuellement à la résidence du Cameroun parce qu'ils n'ont pas voulu peut-être être rapatriés. Parce qu'ils voient vraiment leurs biens qu'ils ont investis, ils ne peuvent pas vraiment laisser les biens et retourner si facilement. Alors, on peut évaluer un peu les pertes. Qu'est-ce que vous avez perdu pendant cette période de crise? Je suppose que vous êtes là-bas depuis combien d'années déjà? Je suis là-bas depuis 3 ans. Oui, en 3 ans, vous avez quand même réussi à épargner quelque chose. Dites-nous, qu'est-ce que vous Oui, avez... en 3 ans, vraiment, j'ai réussi à épargner beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Comme... Bon, beaucoup de choses. Vous avez acheté un domicile? Vous avez... Non, disons, pas actuellement à Bangui, mais j'ai plutôt investi au Cameroun. Oui. Et vu des événements du 5 mars, vraiment, j'ai perdu beaucoup de choses. Et depuis que vous êtes là, comment est-ce que l'accueil, quel est l'accueil qui vous a été réservé à votre arrivée à l'aéroport de Douala? Nous, on était vraiment bien accueillis par le gouverneur du Cameroun. Il nous a bien accueillis et on nous a vraiment noté... Le gouverneur de Douala ou de la région du littoral? Oui, le gouverneur de la région du littoral. Il nous a bien accueillis, il nous a vraiment donné des conseils. Et en plus, nous tous nous sommes retournés à la maison. Vous avez rien remis? Bon, dans l'avion du côté centrafricain, l'ambassadeur nous a remis dans l'avion une somme de 10 000. Pour que si donc on arrive à Douala, ça te permet vraiment de payer rien que le taxi pour ton domicile. Mais au niveau de l'aéroport international de Douala, on nous a rien remis.
Bon, maintenant, si jamais la sérénité revient, c'est d'ailleurs ce que nous tous nous souhaitons en RCA, êtes-vous prêt à repartir là-bas, exercer votre activité? Bon, je peux dire oui, parce que j'ai investi là-bas. Je n'ai pas encore investi dans mon pays. Je pourrais peut-être retourner pour essayer de récupérer ce que j'ai investi, sauf si les éléments non incontrôlés de la Séléka, ou plutôt les anti-Balaka, ne m'ont pas payé le tout. Alors, et comment est-ce que votre famille, je présume, vous avez de la famille dans la ville de Douala? Oui, je n'ai pas de famille dans la ville de Douala, plutôt j'ai la famille à Bangui, qui est vraiment spécialement ma mère. Ça veut dire que vous n'avez pas de proches dans la ville de Douala. Et là, vous, qui vous a accueilli? Non, moi, j'ai été accueilli. Bon, je n'étais pas... J'étais plus tout seul. Vraiment, j'étais tout seul. Je suis arrivé plus à la maison parce que la mère est du côté centrafricain. Donc, je suis arrivé seul. Il n'y avait personne pour m'accueillir à l'aéroport. Voilà, Cyril Pen Foka, nous vous souhaitons adressons beaucoup de courage. Et une fois de plus, bienvenue dans ta terre natale, le Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Rendez-vous à ne pas manquer tout à l'heure. C'est 100% foot à 20h45, une présentation de Sylvestre Hippolyte Zangaou. Quant à moi, donnons-nous rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h. Bonne soirée à toutes et à tous.